Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Overtime pour le 20e déjà de cette saison 2. On est parti pour vous faire un petit tour d'horizon de l'actualité des clubs romans. Il y a eu beaucoup de matchs la semaine dernière, ça tombe bien. On aura certainement pas mal de choses à vous dire. Vous connaissez la routine, on vous laisse arriver gentiment, on vous laisse vous installer, on vous laisse prendre place et surtout occuper le chat. N'hésitez pas à nous poser un maximum de questions pour pouvoir animer aussi cette émission. C'est la particularité, ce qui fait notre force aussi de pouvoir rebondir et d'essayer de répondre à vos questions en cette période de la dernière semaine avant la pause olympique. Aujourd'hui, je ne serai pas seul pour passer cette émission. Je serai accompagné de mes fidèles compagnons, Jean-Philippe Presselwenger et Régis Cerf. Bonjour à vous, messieurs. Salut tout le monde. Salut à tous. Passez un bon week-end. C'était chargé hein, la semaine dernière. On ne s'est pas ennuyé, hein, je crois. On a repris un rythme normal. Ouais, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Je crois même que là, il n'y a pas eu de problème de match. On a eu ce qui était au programme, c'est déjà pas mal. Ouais, ça fait du bien. On espère que ça tienne pas mal. Et nous, on va pas trop tarder. On va bien sûr saluer déjà pas mal de monde dans le chat. Didier, Georges-Henri, Thierry, Jérém, Fabien, Buddy de Venoge. Tiens, certainement un pseudo original. Des nouveaux noms, ça nous fait plaisir aussi. Et nous, on est parti pour commencer de parler du Lausanne Hockey Club. Des Lausannois qui ont fêté leurs 100 ans ce dimanche avec une belle fête du coup dans leur patinoire. Le retour aussi des ultras, des fans qui ont mis un petit peu d'animation. Avant le match, il s'est passé aussi de belles choses avec des anciennes gloires qui étaient là. On a voulu marquer le coup, c'est important. 100 ans, c'est pas rien pour le club du Lausanne Hockey Club et de son histoire bien sûr passée. Un match qui s'est disputé hier, qui aurait pu tourner différemment pour les Lausannois qu'ils ont réussi à gagner 5-4. Ils s'étaient déjà imposés 4-3 à Davos dans le début de ce week-end. Donc, Jean-Philippe, un week-end finalement bien plein de points pour Lausanne et un week-end qui va faire du bien. Ouais, on peut même faire dire une semaine qui va faire du bien, parce que même s'ils ont perdu leur premier derby contre Genève mardi en prolongation, d'ailleurs ce match de mardi, en discutant un petit peu avec les joueurs après le match, même je crois que c'est Christophe Berchi qui nous le disait à notre micro, qu'un point c'était déjà pas mal sur ce qu'ils avaient montré. Ils ont connu un match difficile mardi. Par contre, alors la suite, euh, au niveau des points, c'est parfait, 2,33 points par match sur la semaine. C'est c'est quelque chose qui pourrait leur permettre, en tout cas, s'ils continuent d'enchaîner les bons résultats, qui pourrait leur permettre d'accrocher peut-être un top 6, étant donné que Davos est un peu en chute libre ces temps. À voir. S'il n'y a pas la manière, il y a au moins les points, on va dire. Avant, c'était mitigé, pas trop de points, la manière pas terrible. Et là, on imaginait que Lausanne pouvait rouler enfin, être plus serein face à Ajoie. Ça n'a pas été le cas. Ouais, ils ont senti le vent du boulet, on va dire, et au final, 2,3 points par match, ouais, sur ces trois matchs-là, c'est impeccable. Ce qu'il faut dire L'impression aussi. aussi Ouais, vas-y, qu'ils ont, Régis. qu'ils ont, contre Agen en particulier, qu'ils ont fait parler leurs émotions, qu'ils ont su gagner aussi un match à l'émotion. Et ça, on sait que c'est important, hein. On le demandait parfois aux joueurs, à l'équipe, de gagner ces matchs-là, de faire ressortir ce genre de choses. On sait qu'il y a un moment donné dans la saison où il suffit plus d'avoir le talent, l'équipe, parce que je pense que les Lausannois ne sont pas loin d'avoir l'équipe pour être dans les 6, mais il doit y avoir un petit plus, et peut-être que contre Ajoie, sans que l'équipe soit vraiment flamboyante, hein, on est bien d'accord, ils n'ont pas roulé sur leur adversaire, mais quand il a fallu sortir les tripes, quand il a fallu aller remonter ses buts, courir derrière le score durant une bonne partie du match, eh ben, ils ont su le faire, ils ont su passer l'épaule, et puis je trouve que le signe, il est plutôt encourageant pour la suite, sans parler de quelques individualités qui sont un peu montrées. Ce qu'on attendait enfin, je ne sais pas si on peut l'aborder maintenant, mais quand même, Vas-y. Iris Ekach, Damien Ria, ils ont répondu présent. Ce sont quand même des joueurs sur qui les Lausannois ont vraiment misé en début de saison.
On sait que Damien Ria n'a pas connu une saison toute facile. Il a notamment eu ce problème de thrombose qui l'a éloigné des patinoires durant une partie, en plein cœur de la saison, durant une partie de cette saison. Donc ça, c'était un souci. Avec ses catchs, il n'y a jamais eu… On a eu aussi l'impression que le club avait perdu foi pratiquement en lui, perdu en tout cas la confiance, une bonne partie. Et je ne suis pas le seul à penser qu'à un moment donné, ils auraient vraiment cherché à s'en débarrasser et à l'écarter du club comme ils l'ont déjà fait avec d'autres. Finalement, maintenant, il est peut-être beaucoup mieux dans ses patins. Et, il a probablement un peu plus la confiance qu'il y a avec lui. Et puis, c'est plus tout à fait le même catch qu'on a vu. Regarde simplement sur ses buts, Régis, le sourire qu'il aborde après avoir marqué. On ne voit pas le même joueur de hockey sur glace en ce moment. Alors, bien sûr que marquer des buts, c'est ce qu'on attend de lui et que ça devait lui peser énormément sur les épaules et que ça le minait et tout. Mais de là à retrouver une certaine régularité dans ses performances, et puis pas forcément que marquer des points, mais de participer à cette révolte et ce réveil lausannois depuis quelque temps, lui fait du grand bien et c'est pas le seul. Il y a d'autres très bonnes nouvelles. Tu l'as dit, Damien Ria aussi, qui a peut-être eu besoin de temps pour retrouver la forme après sa thrombose à la main. Ça, certainement, les sensations revenaient pas tout de suite. Et c'est vrai que Lausanne n'a pas encore la manière, parce que si on prend un petit peu dans le détail les deux matchs du week-end notamment, à Davos, c'était très compliqué. Ils étaient menés 3-2. Ils encaissent le 4-2, les Lausannois. Et c'est là peut-être que ça tourne l'histoire du week-end pour eux parce qu'on fait un très très bon travail à la vidéo dans les tribunes du côté lausannois. On revient en arrière, on regarde l'entrée en zone et clairement en position de hors-jeu. On fait coach challenge sur la glace. Ça annule le but du HC Davos. Et derrière le 3-3, le 4-3, ça gagne un match très important à Davos où les Lausannois n'arrivaient plus à gagner depuis 2019. Donc ça, c'est aussi une belle performance pour eux d'aller gagner au Grison. Contre un concurrent direct, c'est que bénéfique. Et derrière, oui, on a eu ce match très compliqué contre Ajoie, mais on a aussi l'impression, Jean-Philippe, je ne sais pas si toi tu partages aussi ça, que ce Ajoie-là n'allait pas rester moribond tout le temps non plus et qu'il fallait un match et que d'arriver chez eux à la Vaudoise Arena, je dis chez eux, c'est leur deuxième maison en quelque sorte, on l'a souvent dit comme ça, les émotions sont ressorties et Lausanne a dû s'employer vraiment pour aller chercher ce succès très tardif. Ouais, il n'y avait pas 7500 Jurassiens dans la Vaudoise Arena cette fois-là. Je pense que ça change pas mal. Ça ne joue pas ça sur un match. Le seul truc, c'était le centenaire de Lausanne. C'était aussi, si Ajoie perdait, si je me souviens juste, c'était le record de défaites égalé. Un record que Lausanne détenait depuis 95-96, c'est juste exact, oui, c'est ça. 15 défaites de suite. Ok, bon, alors il y avait peut-être ça comme petite motivation supplémentaire de dire, ok, on est à Lausanne, ce serait bien qu'on leur laisse ce record-là. Au-delà de ça, si on continue de parler de Lausanne, j'aimerais voir à Lausanne sur qui on compte vraiment dans les moments chauds. Parce qu'à Fribourg, on sait qui est-ce qu'on met sur la glace quand on a un but de retard et puis qu'il reste 2 minutes 50. À Genève, on voit très bien aussi qui on met, etc. Si on fait le tour des clubs romans, à Bienne, on a même encore le choix. Je pense qu'il y a plusieurs triplettes qui peuvent faire l'affaire, ou même quintettes. À Lausanne, j'ai un peu de la peine à voir, tout est très dilué et il n'y a personne qui sort du lot. Alors, je me dis, je ne peux pas m'empêcher de penser que tout d'un coup, Sekac pourrait être un de ces hommes-là, un de ces hommes qu'on dit, OK, maintenant, on a besoin d'aller marquer. Tu prends un petit peu plus de temps de glace. Même à Berne, on sait qu'un gars comme Untersander, malgré le fait que Berne est dans une situation catastrophique pour l'instant au niveau du classement, Untersander, il a joué 33 minutes l'autre soir à Lugano, donc avec la prolongation. On a besoin de ça, Jean-Philippe, je crois. On a besoin de savoir, pas seulement des leaders, parce que les leaders, ça peut aussi être dans le vestiaire, ça peut aussi être le gars qui parle à des jeunes, etc. Mais plutôt vraiment des leaders sportifs sur la glace, vraiment, qui, eux, amènent les points. Tu peux compter dessus. Ouais, on a parlé de Tom Ernest, on peut parler de Rayala, etc. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais à Lausanne, jusqu'à maintenant, ça changeait, ça manquait un peu. Ouais, mais si en début de saison, on te dit, est-ce que Sekac fait partie de ces joueurs-là? Personnellement, j'aurais répondu oui, il devrait en tout cas. Il s'affirme enfin. Alors là, c'est vrai qu'il est sur une séquence peut-être qui compense tous ces moments un peu compliqués parce qu'il ne va pas tenir un rythme comme maintenant là, 1,5 buts par match. Je ne pense pas qu'il va le tenir jusqu'à la fin du mois de mars quand même. Mais on va dire qu'il y a un peu un retour de balancier. Et puis surtout, il faut mettre dans la balance le fait que Sekac monte, mais on a un Christophe Berchi qui vit une période de saison. Je ne vais pas vous dire qu'il est mauvais, ce n'est pas le mot que j'utiliserai, mais
c'est plus le Christophe Berchi qui flambait, qui brûlait la glace il y a quelques mois. Donc, ce rôle-là, on voit qu'il y en a d'autres pour le reprendre. Et je pense que c'est plutôt des signes très, très intéressants pour la suite. Bon, tu as raison, tu dis qu'on est à fond sur toute une saison, c'est pas possible. Christophe Berchi, je ne viens pas à sa défense, mais il a été très bon au début. Il a un petit creux maintenant. Et si ça repart pour, on va dire, je ne sais pas, à la fin du mi-mars, comme ça, tout le monde sera content. Jean-Philippe, il y en a qui seraient contents que ça vienne un peu avant. Hein. Oui, mais c'est... certain Patrick Fischer, je ne veux pas dire. Ouais. Hein. Mais est-ce que c'est finalement... on ne va pas encore se projeter trop loin, mais le réveil au bon moment pour Lausanne, là, qui entrevoit maintenant cette 6e place, qui a un regain de motivation, des performances qui suivent. Il faut encore soigner la manière, mais finalement, tant qu'on fait des points pour l'instant, le reste, on peut vraiment laisser de côté. Il y a aussi Jason Fuchs qui fonctionne bien, on l'a dit, Ria qui vient, Frolic aussi qui, après avoir manqué quelques matchs, revient dans une forme. Est-ce que Lausanne n'est pas en train de se constituer maintenant une équipe, on va dire, sur le tard pour réagir et aller peut-être chercher l'objectif, Jean-Philippe, qui cherchait? Oui, il y a surtout un truc qu'on voit, c'est qu'on commence à avoir une certaine stabilité dans les trios. Tout le monde est plus ou moins en santé, il y a les choix à faire avec les étrangers. Et puis, cette dynamique, est-ce elle va être poursuivie la semaine prochaine? On va déjà voir ça sur le court terme. Et ensuite, est-ce que les 2-3 absents en raison des JO, est-ce que cette pause n'arrive pas au mauvais moment? Tu vois, au moment où tu es en train de prendre vraiment un élan, de trouver des choses, de trouver des automatismes, de trouver des trios qui fonctionnent bien entre eux, et puis que tu peux mettre dans la continuité, enfin, avoir une certaine continuité, une constance dans les alignements, à part évidemment les étrangers qui tournent. Est-ce que cette pause olympique, elle vient pas au mauvais moment pour Lausanne, quoi? Au moment où ça commence à tourner. Je suis partagé là-dessus parce que on en parlera tout à l'heure, mais si on prend l'exemple de Genève qui s'est mis à bien fonctionner à partir du mois de novembre quand il a changé d'entraîneur, les coupures, elles ne lui posent pas de problème. On se rend compte qu'ils reprennent, c'est toujours quasiment la même moyenne de points. Et vraiment, ils sont sur une lancée. Donc, je pense que c'est vrai, cette coupure, elle peut paraître mauvaise, mais moi, je ne vois pas où il y a un souci, si vraiment c'est quelque chose, j'ai envie de dire, une vague de fond, voilà, une lame de fond qui est vraiment en train de booster cette équipe. Maintenant, elle part quand même avec pas que des avantages, c'est-à-dire qu'elle est quand même sous la barre, toujours. Il y a Davos qui a encore son destin en main et qui est en dessus, même si en termes de nombre de matchs, on se rend compte que les Lausannois peuvent les rattraper rapidement. Hein. Lausanne a 2 matchs de moins que Davos. Alors, je ne vois pas qui d'autre, à part Davos, est vraiment menacé par ceux qui sont sous la barre. Donc, pour moi, il y a 3 équipes qui sont Lausanne, qui sont Genève, qui sont Davos, pour une seule place. Et là-dedans, je vois 2 équipes qui montent en puissance et une qui baisse. Voilà. C'est ce que nous demande justement Ludovic dans le chat, Régis, c'est de dire il y a ces 3 équipes pour une place encore qualificative directement pour les playoffs. Faites vos jeux, prononcez-vous. On a envie de dire que la vérité du mois de janvier ne sera pas celle non plus de mars-avril, où il pourra encore passer beaucoup de choses, justement avec cette pause sur laquelle évoquait aussi Jean-Philippe avant, comment elle sera gérée. Je crois que Davos l'aperçoit totalement différemment, cette pause, que Lausanne et Genève. Peut-être qu'elle arrive dans ce moment de la saison. Davos a clairement besoin de souffler, de se reprendre, et on pourrait vous dire aujourd'hui que ça sera presque une lutte entre Lausanne et Genève à l'heure actuelle, mais on va encore batailler ferme. C'est vrai que les 5 devant, enfin Régis, je crois que tu partages un petit peu, Jean-Philippe, je sais pas, tu pourras nous le dire juste après, mais les 5 devant paraissent vraiment maintenant presque qualifiés et qu'il y aurait vraiment une petite fenêtre qui pourrait s'ouvrir sur cette 6e place. Non, c'est clair. Je crois que vu la forme de ceux qui sont devant, alors l'avance des 2-3 premiers, on va dire Fribourg-Zug et Rapperswil, à mon avis, ça risque, ils seront dans le top 3. Je ne les vois pas changer beaucoup. Il y a Zurich. On se faisait du souci un petit moment pour Zurich. Là, depuis 6-7 matchs, les soucis sont un petit peu envolés par rapport au fait à être dans le top 6. Puis Bienne s'en sort toujours, hein. Même avec une mauvaise semaine, Bienne, je les vois mal dégringoler du top 6. Puis effectivement, il ne reste que Davos. Donc, tu as parfaitement résumé. 3 prétendants, une seule chaise. On va jouer aux chaises musicales et puis on va voir ce qui va se passer. Mais
Ouais, après, les absents, qu'est-ce qui peut se passer aux Jeux Olympiques? Voilà, Combien de temps ils vont être. Il y a beaucoup de. Pour maintenant dire, ben moi, je pense que c'est lui, enfin, que c'est Lausanne ou que c'est Genève ou que c'est Davos qui va finir sixième. c'est ce Je crois qu'on n'a que pas beaucoup de choses en main pour être crédible. C'est ce que disent finalement Ludovic et Jérém dans le chat. La pause olympique va redistribuer les cartes selon lui. Les équipes qui tournent plus fort maintenant ne seront pas forcément dans un mois. Et Jérém dit que ça sera plus facile pour l'équipe qui est le moins touchée par les joueurs qui vont partir aux Jeux Olympiques. Vous êtes d'accord avec ça? Ah, tu sais, c'est Zug. Hein. Je crois que Zug en a 8, si je me souviens juste, de tête. Hein, 4 Suisses et 4 étrangers. Ou bien quelque chose comme ça, C'est juste, Lander, ouais, je crois bien. J'ai ça aussi en tête. 5 Suisses. 5 Suisses et 3 étrangers, voilà, exactement. Je crois que les défenseurs suédois n'ont pas été pris. Mais, et du coup, est-ce que malgré tout, on les a vus jouer sans 6-7 titulaires? Est-ce que ça leur a posé problème? Pas tellement. Ils arrivaient, ils ont des Denisco, ils ont des Allen Spar qui peuvent commencer à prendre, même si ce ne sera pas l'immense Mannschaft qu'ils ont maintenant, mais honnêtement, pour Zug, par exemple, je ne me fais pas trop de soucis. Et tu regardes à Berne, ils ont joué à Lugano avec leur 4e ligne en 3e bloc et puis une 4e ligne de junior. Ben, et ils sont allés jusqu'au péno, quoi. Donc, Ouais. je Jean-Philippe pense pas que ça va être. Jean-Philippe Chassot dans le chat nous dit que les joueurs au JO, finalement, eux, vont rester dans le rythme, alors que les joueurs qui restent en Suisse vont avoir des entraînements, peut-être quelques matchs amicaux. On n'a pas encore vraiment clarifié ça, si on pouvait le faire aussi avec la situation sanitaire, donc ça sera peut-être une différence aussi. Oui, il y en aura. Hein. Je crois avoir entendu que, en tout cas, toutes celles que j'ai entendu parler de matchs amicaux entre 2 et 3 durant le mois de février. Donc, il y aura des matchs pour rester dans la compétition. On peut, je pense, gloser un petit moment pour savoir. La réponse, on ne l'aura pas avant le mois de mars, pour savoir à qui a profité cette pause et à qui elle était dommageable. Mais sur le fond, les équipes lâchent sont des top niveaux. C'est des professionnels jusqu'au bout des doigts. Ils vont revenir en forme, mais avec un peu la fatigue du décalage. Hein. On rappelle que si la Suisse devait disputer la finale, il y a une ronde de championnat partielle le mardi. Donc, il rentrerait dans la journée de lundi et tout. Ça peut jouer sur un match, mais est-ce que ça va vraiment changer la donne au mois de mars? Moi, j'ai quand même sérieusement des doutes. Je pense que, comme je l'ai dit avant, le trend que montre, par exemple, Genève depuis plus de 2 mois, ce trend-là, je ne vois pas comment il pourrait être cassé par les JO. Même quand ils ont des absents, ils s'en sortent. On l'a vu encore, on va y revenir d'ici quelques instants. Mais enfin, voilà, et Lausanne, si ça doit casser quelque chose, je ne pense pas que c'est les JO qui vont faire la différence. Peut-être la situation de Davos, je la connais peut-être un peu moins près, donc c'est un peu compliqué peut-être de dire exactement pourquoi l'équipe carbure pas en ce moment. Mais je suis sûr d'une chose, c'est que les 2 équipes romandes, c'est pas le hasard si elles tournent maintenant, c'est pas le pic de forme maintenant. Je vous rappelle quand même que John Foust, depuis le début de la saison, réclame de la patience, du temps. Parfois, on s'est dit que c'était de la communication. Bah, quand même, les résultats, ils sont en train de montrer que, gentiment mais sûrement, il ne se moquait pas de nous, puis qu'il avait quelque chose de solide dans son discours. Régis, il y a Thierry qui dit bon, la Suisse n'ira pas en finale des JO. Lui a un avis plus tranché déjà dans le chat. Donc voilà. D'autres émettent peut-être des doutes sur la capacité de Fribourg après les JO de garder la place de leader de ce championnat. On y reviendra d'ici quelques instants quand on parlera de Fribourg, peut-être de cette situation actuelle. Et ça change quoi? Ça dépend des blessés. Si Fribourg est épargné, ça change rien et tout ça. Donc on se concentre sur Fribourg. Bah, je vous propose qu'on passe justement à l'actuel et toujours leader de ce championnat. Ouais, bon, Fribourg-Gotteron, comme tu l'as dit, David, hein, leader du championnat. Il y a Zug qui se rapproche à grands pas avec le renfort de Grégory Hoffmann. On a vu qu'il a fait feu de tout bois contre Langnau, le Jurassien bernois. Fribourg, qui reste sur une semaine à 8 points en 12 matchs. C'est du 2 points par match. Pour rester tout devant, ça suffit. Maintenant, est-ce que vraiment être premier ou deuxième, alors oui, ça va changer votre adversaire. Ça, c'est certain, un adversaire en quart de finale. On sait que passer les quarts de finale, c'est déjà un gros objectif du côté de la BCF Arena. Mais je ne suis pas sûr qu'on s'accroche bec et ongle, que voilà, être premier ou deuxième, est-ce que ça change vraiment quelque chose pour les joueurs? L'objectif, c'est d'être confortablement avec l'avantage de la glace en quart de finale de play-off, puis ensuite
on voit venir. Il y a une chose qui est réjouissante du côté de Fribourg, c'est voir l'état de forme du capitaine, hein, Julien Sprunger, qui a été de tous les bons coups cette semaine. Il a marqué contre Berne, il a marqué contre Genève malgré la défaite. Et puis, il a encore signé un doublé, dont le but en prolongation samedi contre Rapperswil. Est-ce que ça vous étonne, ce retour en forme, cette petite flamme-là qui reprend du côté du capitaine des Dragons? Non, je vais te dire non. Je vais te dire non parce que Julien, elle reste un buteur patenté et a un sens de la précision et un maître-tir qui peut toujours faire ravage. Même ses feintes, toujours, j'ai envie de te dire, fonctionnent. La feinte. Ouais, on va quand même pas être si méchant avec lui, mais il l'a fait facilement et il la répète et ça fonctionne toujours. Et regardez, hein, il a eu cette période de doute un petit peu dans sa tête après sa blessure au genou. Ça n'a pas été facile de revenir. Il avait accepté aussi un rôle plus discret, 3-4e bloc et tout. Et là, on peut plus se passer de Julien Sprunger. On va dire que les lignes sont aussi bien établies à Fribourg-Gotteron et que ça fonctionne bien en fonction de séquence. Il y a Di Domenico qui carbure toujours. Il y a peut-être d'autres qui sont plus discrets à un moment donné. Et Julien, normalement, cette saison, si je regarde sa fiche statistique, c'est quand même d'une régularité exemplaire, hein. Donc, on retrouve Julien Sprunger qu'on a connu. Il est 1 point derrière le nombre de points statistiques qu'il avait fait la saison dernière. Donc, il va déjà faire nettement mieux. Il va passer la barre des 30 points cette saison. Donc, non, Julien Sprunger restera toujours Julien Sprunger et rendra toujours d'autant fier service à l'équipe. Bah moi, je vais répondre quand même directement à la question de Jean-Philippe, puisqu'il a répondu à oui, non. Moi, je pense quand même qu'il m'épate. Oui, je le dis clairement. Je ne pensais pas qu'il était… Il n'est pas tout à fait à 1 point par match, hein. On est à 25 points en 29 rencontres, mais ça fait depuis 16-17, donc 5 ans, qu'il est plus proche d'un total comme ça. Moi, je ne l'imaginais plus être capable d'avoir cette moyenne de presque 1 point par match. Voilà, c'est un gars qui a quand même 35 ans. Ouais, voilà, je suis surpris en bien. J'ai pas d'autres mots à dire que ça. C'est un coup de jeune peut-être pour lui. Ouais, bon, on nous dit, Thierry répète, c'est énorme ce qu'il fait quand même, 20 ans de haut niveau et de toujours rester là-haut finalement, d'avoir des performances, oui, peut-être pas proche du point par match, mais chaque fois qu'il revenait, il faisait ses buts, il faisait ses points, et ben voilà, rien que pour ça, Fribourg va pouvoir compter aussi sur plusieurs artificiers pour la fin de la saison qui viennent des 3, voire même des 4 lignes où on peut marquer des buts. On voit aussi Marchand, hein, Jean-Philippe, qui refonctionne bien, qui avait connu une super période, qui est revenu avec ses buts aussi, donc le danger peut venir de plusieurs niveaux. C'est ce qui fait aussi la force de Fribourg, peut-être par rapport aux dernières saisons aussi. Oui, absolument. On a aussi vu la ligne avec Jörg et Walzer, hein, marché du tonnerre. Maintenant, il y a Brodin avec. Est-ce que ce sera assez? Il faut que tout clique au bon moment et en même temps, hein. Là, ils ont pu compter sur du scoring de toutes les lignes à peu près. Maintenant, il faut que toutes les étoiles les planètes soient bien alignées, notamment au niveau des blessures. On connaît les limites, hein, de l'effectif fribourgeois. On a vu quelquefois Christian Dubé être contraint d'aligner 10 voire 11 attaquants. Et puis, voilà, il faut vraiment que tout le monde reste en santé. Et puis, pour le reste, vous voyez, vous mettez Bikoff au centre du premier bloc parce que Desharnais est par là, ça fonctionne quand même. Ce n'est pas tellement une surprise non plus, mais quand on se disait se mettre au service de l'équipe, tu as parlé de ça pour Julien Sprunger au moment où il est revenu de blessure, dans un 3e bloc, un rôle un petit peu plus dans l'ombre. Andrei Bikoff, il a aussi changé son rôle et sa façon de jouer. Il est beaucoup plus en box-play, il a joué à l'aile, il a joué au centre. Maintenant, on avait besoin de lui tout d'un coup pour remplacer Desharnais. Il répond présent, il livre la marchandise. Et ça, c'est extrêmement précieux pour la suite et la fin de la saison du côté de Fribourg. Bon, il y a différents sons de clocher dans le chat. Si je jette un petit coup d'œil, bien sûr, ça dépend d'où l'on vient, quel club on supporte. J'imagine aussi, mais Zug et Zurich restent les favoris selon Fabrice. Fribourg fait juste une saison exceptionnelle, extraordinaire, avec beaucoup de joueurs qui sont là, mais pour lui, les favoris sont toujours suisses-allemands. On verra ça bien sûr plus tard. Gaëtan Grossrider, tiens Régis, c'est une question intéressante. À domicile,
Fribourg, c'est 20 matchs, 17 victoires, nous dit-il. À quoi cela est-il dû? Est-ce que c'est le public qui a aussi son impact sur ça, hein? On connaît que Fribourg a des taux de remplissage les plus grands avec Zouk. D'ailleurs, c'est les meilleures équipes aussi à domicile. Comment t'expliques ça, toi, que finalement cette BCF Arena soit si difficile à prendre pour les adversaires? Alors, je ne suis pas sûr que j'ai l'explication avec un E majuscule, parce que même quand on pose la question aux joueurs et à certaines personnes dans l'encadrement, ils ont des réponses qui ne sont pas très évidentes, mais il est sûr que l'effet du public, c'est indiscutable. Il y a après une dynamique qui fait que quand tout fonctionne, bah forcément, à domicile, on est en plus dans ses meubles. Donc là, 9 victoires consécutives en ce moment, on a l'impression qu'il peut quasiment rien leur arriver. Maintenant, à l'extérieur, l'équipe, elle tourne aussi. Et puis, il y a quelque part une logique dans tout cela. C'est qu'ils sont très forts dans l'ensemble. Ça, pour moi, c'est clair. Mais à la maison, ils ont encore le petit boost supplémentaire. Ce public, Jean-Philippe, il est magnifique. Il s'est aussi rajeuni, il fait beaucoup de bruit. Cette BCF Arena fait beaucoup parler d'elle en bien. Pas parce qu'elle va simplement accueillir les prochains championnats du monde en Suisse aussi. Hein, ça fait discuter. C'est pas sûr, ça encore. C'est encore pas sûr. C'est un sujet délicat, ça. Justement, on ne voulait pas parler de ça. Mais aussi par le fait que c'est un public très exigeant. Là, tout va bien. Le public est bien sûr à fond derrière son équipe. Il croit dur comme fer. Il faudra aussi les soutenir si on commence à avoir des moments plus difficiles, que ce soit en fin de saison ou en play-off. On sait aussi que Fribourg a besoin de sentir que tout le public, toute la région, tout le canton est aussi derrière pour essayer d'aller le chercher une fois ce titre. Ouais, ben voilà, tu as lâché le mot, quoi. Et c'est clair que tout le monde attend ça. Mais à Lausanne aussi, on attend ça. Et puis à Genève aussi, on attend ça. Et puis j'imagine que Zug et Zurich ne diraient pas non. Et puis que si Bienne pouvait y aller. Hein, voilà, j'allais dire. Si avec un prétendant, ça serait trop facile. Et puis rappeler à Olivier Hanken que c'était lui qui était au goal la dernière fois. Enfin, bon. La question sur le public, c'est. Je doute honnêtement que la ferveur s'éteigne ou se change avant les playoffs, et puis après vous êtes en playoffs à la maison, il n'y a pas de raison que ça ne suive pas. C'est vrai que dans les années où Fribourg flirtait avec les places de play-out, là c'était plus compliqué, oui, mais parce qu'il y avait un problème, on va dire, sur le long terme, il y avait une ribambelle de choses qui ne cliquaient pas au bon moment, tandis que là, il n'y a vraiment aucune raison de pas continuer d'observer ce qu'on observe jusqu'à maintenant. En tout cas, c'est mon avis. Je pense aussi que tous les signaux sont verts, hein, clairement. Hein, et ils sont quand même, dans l'ensemble, plutôt épargnés par les blessures. Moi, j'aimerais quand même relever une chose. C'est que cette semaine, l'équipe a joué 4 matchs en 5 jours, au retour d'une quarantaine. Je pense que c'était un peu de la folie, comme le programme a été changé quelques jours avant pour replacer un match supplémentaire mercredi. Et malgré ça, l'équipe, elle s'est un petit peu ratée à Genève, où on a senti vraiment là le coup que l'équipe avait joué 24 heures plus tôt. Et là, il y avait le coup d'arrêt lié au Covid. Mais sinon, l'équipe, elle a été incroyable pour cette semaine. Je n'aurais pas misé un seul instant sur 3 victoires en 4 rencontres. Ça, ce sont des signaux quand même très rassurants pour la suite. Et la gestion aussi, Régis, parce que contre Berne, ils ont été en contrôle parce qu'ils ont su que le match, ils n'allaient finalement pas le laisser échapper. On a gardé de l'énergie aussi pour pouvoir continuer derrière. Alors, c'est un peu plus facile quand vous menez rapidement 2-3-0, comme ils ont pu le faire à Berne. Mais quand même, hein, on parle gestion et tout, il faut les jouer, les matchs. On sait que Christian Dubé n'aime pas brasser son effectif. Il joue quasiment tout le temps avec les 12 même devant, enfin 13. Il y a quand même Bougreau qui est rentré un peu dans le tournus. Mais ce n'est pas beaucoup quand vous comparez avec d'autres adversaires. Le groupe, il est vraiment uni. Il a son groupe. Il sait qu'avec celui-là, tout le monde a une confiance mutuelle, j'ai l'impression. Donc, clairement, je pense que Fribourg-Gotteron était très redoutable. De là à dire qu'il est plus favori qu'un Zug et à Zurich à l'heure actuelle, si les playoffs commencent demain matin, je mouillerai quand même pas, parce que si la moindre tuile tombe, on l'a évoqué il y a quelques instants. Même Dubé nous le dit, Régis. Voilà. Même Dubé nous le dit, il ne saura pas dans quelle forme sera ses leaders, tous ses joueurs au début des playoffs. Donc finalement, oui, il va devoir compter sur que tout le monde performe, mais on peut encore connaître des surprises. Dans le chat, qu'est-ce qu'on nous dit Tiens, question un petit peu peut-être polémique. Qu'est-ce que vous pensez du fait de titulariser Haussener à la place d'un junior? On cite par exemple Jobin. Jean-Philippe.
Bon, Jobin, est-ce qu'on veut vraiment le considérer comme un junior? C'est sa deuxième saison. Non, mais lui, c'est la question. Je te la lis comme elle est. Finalement, la place d'un junior du club, Ouais. est-ce qu'on ferait pas mieux peut-être de titulariser quelqu'un Je du club? crois il y a deux possibilités, il y a deux choses. Et j'enlèverai Jobin de l'équation parce que lui, il a peut-être la possibilité d'aller faire une carrière en Ligue nationale, en National League, je pense. Peut-être pas dans une équipe tout de suite de haut de tableau, mais il a de la vitesse, c'est un bon buteur, il peut jouer en power play, il travaille défensivement. Enfin, je pense qu'il a de quoi faire. Le truc avec les juniors, c'est que vous prenez des juniors élites qui ont un niveau bien plus bas, qui n'ont pas l'habitude de jouer avec les hommes. S'entraîner avec la première équipe, c'est pas forcément jouer avec la première équipe. Et puis, certains sont partis, sont prêtés en Swiss League, et d'autres, si vous devez rapidement prendre quelqu'un de l'effectif des juniors élites, au-delà du fait que le rythme ne sera pas à niveau pour tenir le choc, en plus, il y a des soucis dans beaucoup de mouvements juniors, que ce soit en Suisse romande ou en Suisse alémanique, des soucis avec la discipline liée au Covid. Donc il y a pas mal de juniors qui sont touchés et on ne peut pas prendre le risque à Fribourg ou ailleurs, mais Fribourg encore plus, d'avoir quelqu'un qui vous amène ça dans le vestiaire, surtout si vous avez un effectif qui a 12-13 attaquants. Alors oui, il y a eu clairement un choix. Alors je comprends tout à fait que Hausener soit Voilà. titularisé. Voilà, pour répondre à la question. Voilà, il y a eu un choix qui a été opéré de retrancher Jobin, de placer Hausner. Visiblement, il ne s'est pas trompé, hein, Christian Dubé, en échangeant Aaron contre Hausner. Il a eu le joueur qu'il voulait. C'est vrai que ce n'est pas un sujet que j'ai abordé régulièrement avec des gens dans l'entourage de Fribourg, mais visiblement, Hausner, il est pas venu en méforme. Il est présent, je trouve qu'il a un certain poids sur le jeu. C'est en tout cas pas un poids mort comme il l'était avec Lugano en début de saison. Et il a aussi un gros gabarit qui peut bien aider dans un quatrième bloc actuellement. Il a quand même marqué une fois. Alors en 16 rencontres, ça crève pas l'écran, on est d'accord. Mais bon, il a un but de plus que Jobin quand même là-dedans. Donc il a aussi montré qu'on pouvait faire de lui un petit buteur de temps en temps. On ne l'attend pas pour ça non plus. C'est un tout autre rôle qui lui est dédié. Donc, bien sûr, s'il s'est marqué et qu'il peut faire des buts, des passes, mais il est gros. Sera un plus. Mais ça, il a son gabarit qui plaide vraiment en sa faveur, ça c'est sûr. Donc voilà, on nous dit aussi que pour avoir discuté avec certains joueurs qui étaient là lors de la dernière finale, l'ambiance aujourd'hui est la même qu'en 2013. C'est vrai que ça aide aussi, que l'ambiance dans plusieurs vestiaires est bonne, mais qu'à Fribourg, c'est aussi beaucoup des potes en dehors aussi et que ça pourrait aider pour se renforcer jusqu'au bout. Voilà, on a beaucoup parlé aussi de Fribourg-Gotteron. On vous propose de continuer ce tour d'horizon des clubs romans pour aller vers une équipe dont on a un petit peu évoqué avant déjà quelques brides. On parle bien sûr de Genève Servette. Genève Servette qui a connu, on va pas dire des coups d'arrêt puisqu'on est à 11 victoires en 13 matchs. Il y a une petite défaite à Rapperswil où ils ont un peu passé à côté de leur match en ayant fait un bon premier tiers, puis ensuite ça s'est un peu délité. Mais il y a une victoire en prolongation contre Lausanne qui aurait dû peut-être être acquise avant la fin du temps réglementaire. Et puis une victoire en prolongation contre Bienne qui a montré que voilà, avec le caractère qu'on connaît du côté des Vernets, on arrive à retourner une situation qui était un peu compromise, même si là, il y a aussi la pénalité de Noah Schneeberger qui a un petit peu donné un coup de pouce aux Genevois en toute fin de match. Et ça permet ensuite à Yann Cadieux de retirer son gardien et de jouer à 6 contre 4 pour l'égalisation de Winnick, si je ne me trompe pas. Donc, voilà. Ça, le trend continue, malgré tout. Il y a des petits accros. Et le seul point négatif, ils ont perdu Marco Maurer sur blessure à Rapperswil. Il est manifestement touché à la jambe droite. Je n'ai pas de détails encore à ce moment-là. Il a rejoué l'homme. Hein. Il a rejoué voilà. Il y a eu... Non, ce qui est pas positif du tout, je trouve, c'est que Pouliot a déjà manqué un match. Il risque quand même fort d'en manquer plus qu'un parce que quand on est parti dans ce scénario des suspensions provisionnelles, c'est rarement pour un match. Hein. Je pense qu'on est assez d'accord ici et on sait qu'il risque gros, voire jusqu'à 7 matchs. Et puis, absence, je n'en sais pas plus, de Tanner Richard samedi. Et sans ces deux joueurs, ils ont quand même fait un 4e match en 5 jours qui était
plus que correct face à Vienne. Moi, je vois quand même pas mal de choses très positives parce que là, il manquait quand même Rod, Richard, Pouliot. Ça nous rappelle une période de début de saison où il y avait pas mal de joueurs de ce type et ceux-là en particulier qui étaient absents et ça ne tournait pas. Et je me rappelle qu'on parlait quand même pas mal de dire oui, mais il manque du monde, quand ils reviendront, ça veut mieux aller et tout. Et aujourd'hui, ces gens, quand ils ne sont pas là, l'équipe, elle réussit quand même à gagner des matchs, à trouver un moyen de l'emporter. Et moi, je trouve que j'ai vu 2 fois, j'ai eu l'occasion de les commenter 2 fois cette semaine en patinoire. C'est quand même une équipe qui tourne, qui carbure. Et très honnêtement, je ne voudrais pas les affronter maintenant en play-off. C'est clair, mais c'est quand même assez remarquable le fait que entre la fin de l'ère Aymon et le début de l'ère Cadieux, avec un effectif, bien sûr, il a récupéré des joueurs, mais tu le dis maintenant, il en a moins et que ça continue de tourner. Il y a eu cette case, ce box dit de confiance qui a été rechargé à plus que 100% et qui pourrait vraiment rien faire pour ébranler finalement ce que les Genevois font maintenant. Ils ont aussi su se reposer sur des leaders qui ont été beaucoup les étrangers dans un premier temps. On voit maintenant certains joueurs suisses et notamment Vermin très 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 bien performer aussi. Ça aide d'avoir plus de profondeur aussi à ce niveau-là. Après, sur le plus long terme, il va quand même falloir avoir le retour de Rod. Je crois que, Régis, tu nous disais avant de commencer l'émission qu'il avait peut-être voulu essayer un retour avant la sélection de Patrick Fischer pour essayer d'aller au jeu. C'est ce que tu disais, hein, je crois. Que maintenant, finalement, on peut prendre le temps peut-être de le laisser revenir au retour de la fin des JO en février-mars, non ? Ouais, il a un petit peu poussé en espérant que Patrick Fischer lui fasse du pied et le prenne à Pékin, mais il ne va pas prendre de risque cette semaine apparemment, et il reviendra. On se rappelle que c'est à une main, un doigt, si je ne fais erreur, qu'il a été blessé, à une main j'en suis sûr, mais peut-être même le doigt, qu'il va se soigner, il va revenir en pleine forme à la fin février, et il ne faudra pas compter quand même le voir cette semaine. Mais c'est un retour qui va encore faire du bien. Personne ne peut imaginer un seul instant que le retour de Rod ce soit pas une super bonne nouvelle dans la perspective de la fin du championnat régulier. Et je crois que Vermin est très content si Tanner Richard revient vite au jeu aussi, parce que depuis son retour, entre les engagements gagnés, il a un taux énorme, Tanner Richard, et les caviars qui distillent à ses coéquipiers qui sont sur ses côtés, ça fait que aussi bonifier tout ça. Mais Jean-Philippe, attends, on se remet en arrière. Qui aurait pensé au changement d'entraîneur quand même, que Genève, qui était moribond, qui partait pour une saison ratée finalement, allait revenir comme ça en force? Est-ce qu'il y a 2 mois, personne ne pouvait imaginer, mais là, ils sont en train de faire quelque chose de quand même d'assez impressionnant, quand même d'assez fort, ce que Genève est en train de mettre en place. Oui, absolument. Quand vous gagnez 11 fois en 13 matchs, forcément, vous ne pouvez pas ignorer que ça va très bien. Concernant la question des 2 mois, je pense que, un petit peu à l'image de ce que John Foos demandait à Lausanne, Patémonge savait aussi qu'il faudrait du temps, parce que remettre la machine en route après une saison où tu vas en finale, où tu as une préparation qui est un petit peu plus courte, qui est différente, etc. Tu as des gens qui sont blessés, Carrère, Lecoultre, qui sont des numéros importants en défense aussi, qui n'étaient pas complètement là, beaucoup d'absents. C'est difficile de remettre la machine en route. Là, elle a été remise en route. Il y a dû y avoir, ma foi, ce déclic, ce changement d'entraîneur. On voit aussi, on avait regardé il y a quelques temps, je dirais, il y a 3-4 matchs, la différence de production offensive de Daniel Winnick, avant et après. Avec Patémon, c'était un petit peu au-dessus de 1 point par match, et là, il est déjà au-dessus d'1,5 point. Il était à l'époque à 1,5 point par match. Si vous faites ça sur... on va dire pas seulement, si ça ne se traduit pas seulement en points, mais on donne tous 4, 8, 10, 12, 15, 20% de plus que ce qu'on pouvait donner avant pour plein de raisons. Quand la confiance est là, on a aussi en plus envie d'aller se battre pour le coéquipier, de se mettre dans une ligne de tir, etc. Si tout ça est mis ensemble, vous arrivez à ces 11 victoires en 13 matchs. Et pour la suite, le retour de Rod, forcément, ça va offrir une possibilité supplémentaire. On va peut-être remettre Miranda sur un 4e bloc et puis remonter Joris avec Phil Poula et Winnick. Ça voudrait dire qu'on aurait ces 3-là devant, Phil Poula, Winnick et Joris. On les a déjà vus ensemble, ça fonctionne très bien. Il y a la possibilité de prendre Joris sur un engagement, etc. Ensuite, il y a la ligne avec Richard, Rod et Vermin sur les ailes. Ça, on sait aussi que ça fonctionne. Puis dans un 3e bloc, si Pouliot est là, parce qu'il sera de toute façon de retour, je crois que c'est entre 3 et 7 matchs. Oui.
ou rien, ou entre 3 et 7, si j'ai bien compris. Et puis, Pouliot avec sur les ailes, Smirnov, Semoy. Puis là, vous avez 3 premiers trios offensifs et puis la 4e ligne. À Genève, ça a toujours été une ligne assez importante, une 4e ligne qui fonctionne bien au niveau du championnat avec Berton, avec Antognetti. Si vous mettez encore Miranda, vous pouvez mettre Patry, vous pouvez mettre Arnaud Ria. Ouais, ça commence à être solide. Mais il y a quelque chose que tu n'as pas évoqué, et puis moi qui m'épate ces dernières semaines, c'est le poste de gardien de but. Je veux dire, on n'a pas été gâté du côté de Genève avec, bien sûr, là où les blessures de Gauthier Desclous. Ensuite, bien sûr que Charlin, c'était un peu délicat à gérer. Finalement, le club a pu trouver des solutions, mais on a l'impression que maintenant, quel que soit le gardien dans les buts, on joue différemment aussi et que le gardien a des performances incroyables, que ce soit bien sûr Niffler, que ce soit Conorius qui vient dans les buts comme Zurkirchen l'a été. C'est aussi un poste qui a amené finalement de belles satisfactions, Régis, ces derniers temps, parce que c'est un poste quand même important et on savait que les performances de Genève passaient aussi par une défense et un gardien qui était au rendez-vous. Alors, c'est intéressant que tu me poses cette question. On n'en a pas parlé en avant. Et puis, je me suis posé cette même question avant le premier match que j'ai fait cette semaine de Genève. C'était Genève-Fribourg. Et je me suis demandé, est-ce que finalement, le fait d'avoir des changements quasiment quotidiens de gardiens devant le filet, ça responsabilisait pas beaucoup plus une défense que si tu es dans ta routine où tu as tes gars habituels, tu sais, Gauthier va nous faire les arrêts, Charlin, on sait qu'il est capable et tout. Je me suis demandé quand même s'il n'y avait pas un fond de vérité dans cette pensée-là et quelque chose qui responsabilise tout le monde parce que le gardien, on sait que s'il n'a pas une bonne défense, c'est rien, même si c'est le meilleur gardien du monde, tôt ou tard, ça ne va pas tenir. Et on n'est pas du tout dans ce scénario-là à Genève. Maintenant, il y a quand même clairement un numéro 1 de remplacement qui fait du bon travail, il faut le dire, c'est Dominique Niffler. Il bluffe tout le monde. Il a fait son premier match en National League juste avant Noël, mais on a quand même l'impression que le gars, il a quasiment l'expérience du frangin, Melvin, qu'on sent cette forme de maturité qui dégage chez un gardien, ça se ressent, ça transpire. Conorius, je suis un peu plus circonspect. Je me rappelle d'avoir eu une question d'overtime il n'y a pas si longtemps. Est-ce que Conorius est vraiment un gardien de National League? J'avais pris des précautions, mais je crois que maintenant, j'ai un petit peu mon avis et ce serait plutôt la tendance négative. Un demi-joker que tu prends. Je ne prends plus de joker aujourd'hui pour répondre à cette question-là avec 3 mois de plus. Mais Conorius, on a vu quand même face à Lausanne que ce n'était pas l'assurance touriste qui dégageait pas la même sérénité. On comprend peut-être pourquoi à Fribourg, on a aligné que 5 fois Hughes depuis le début de la saison. Voilà mon sentiment sur les gardiens. Jean-Philippe, toi? Écoute, honnêtement, même Hughes, quand il a joué, je crois qu'il a joué à Berne aussi, si je ne me trompe pas. C'était pas catastrophique du tout. À chaque fois, il a deux départs, 2 victoires. On peut aussi voir ça comme ça. 2 départs, 2 victoires. Concernant Niffler, moi j'ai été surpris. Honnêtement, je suis très souvent sur la National League, très rarement sur la Swiss League. Donc j'avais pas vraiment je savais pas ce qui arrivait. Zurkirchen, c'était différent. On l'avait vu à Lugano, on l'avait déjà vu à Lausanne. On savait ce qui arrivait dans les buts de Genève sur ce coup-là. Sur Dominique Niffler, tout le monde me disait, mais tu verras, il est bon, tu verras. Bon, j'ai vu, il est bon. T'as pris note. Ouais, j'ai pris note. Il a eu un peu de chance à Rapperswil. Il a été sauvé à plusieurs reprises par ses montants, mais enfin, ça fait partie du jeu. On dit que les bons gardiens attirent la chance. Lui, en tout cas, je pense que Holton est content de l'avoir pour la saison prochaine. Ça, c'est certain. Ouais, c'était les jeux des chaises musicales aussi parmi les gardiens en Suisse League. Dans le chat, qu'est-ce qu'on nous dit? Tiens, un Fribourgeois qui nous dit « Genève au complet, c'est mon favori numéro 1 de la saison devant Zurich et Zug. » Bon, chapeau à toi Thierry. Didier Krebs, lui supporter genevois d'ici après les JO, Genève reste une équipe au complet, ça va faire mal. Didier Krebs nous dit encore « Miranda, un peu la déception, le gros flop de cette saison. Régis, c'est vrai que il a été aussi mis en vitrine, on lui a donné des responsabilités, un petit peu comme Vuillamo en début de saison, ça n'a pas cliqué et maintenant c'est compliqué pour lui peut-être de trouver la bonne carburation. Ouais, moi je pense quand même que Miranda, sur ce qu'on voit de lui actuellement, il apporte pas grand-chose au premier bloc
Et j'ai des doutes qu'on fasse les playoffs avec cette ligne-là. Pour moi, je le dis, je ne pense pas qu'il a sa place dans la première ligne. Je le trouve quand même vraiment un ton en dessous, ne serait-ce qu'en termes d'exécution. Hein, on se rend compte qu'il rate des choses. Voilà, je pense qu'il est plus flop que top. C'est peut-être un peu fort de le mettre dans la catégorie des flops, mais en tout cas, ce n'est pas un joueur d'une première ligne d'une équipe dominante. Il avait démontré un petit peu par le passé, mais voilà, c'est vrai. Ouais, mais il a aussi montré des bonnes choses au niveau des stats avancées dans certains matchs, et c'est pour ça que c'est lui qui a remplacé, je crois que c'est Smirnov qui jouait sur la première ligne, c'est juste. Avant, non, c'était Joris, puis ensuite Joris a été malade, et ils ont mis Miranda. Et voilà, c'est ce genre de joueur. Il a mérité sa chance, il continue de se créer des occasions, il continue d'avoir des chances de marquer. Maintenant, il y a à la finition encore quelque chose qu'il faut améliorer. C'est pas impossible que tout à coup ça fonctionne. Et puis tant mieux pour Genève. Mais je pense que le staff genevois voit en lui plus que ce qu'on peut voir nous, disons. Les qualités, il les a. Après, il faut bien sûr exploser, on va dire. Certains peuvent le faire de manière surprenante. D'autres peuvent revenir avec cette confiance. Vermin en est le parfait exemple, hein, avec ce qu'il fait là depuis 2-3 semaines maintenant. Ça peut être Miranda. Il ne faut pas exploser non plus tous en même temps finalement. Donc, alors sur le cas Vermin, il faut quand même rappeler qu'il a dû jouer au centre. Hein. Oui, il est revenu à une position plus naturelle. Va beaucoup mieux, ça va beaucoup mieux quand il est à l'aile et qu'il peut jouer en guillemets son jeu. Et on n'est pas quand même dans la même catégorie. Excusez-moi, Vermin, il est parti de l'Atlantique, il a une petite expérience, mais quand même de NHL. Miranda, il a encore tout à prouver, hein, clairement. On n'est pas encore dans les mêmes gabarits. Pas du tout, non. Nicolas nous dit qu'il manque encore Rod pour l'agressivité et bien sûr tout ce que Rod peut apporter à l'équipe, ça serait un retour certainement aux alentours du 22 février quand le hockey sur glace en National League reprendra ses droits. Genève Servette donc en grande forme qui continue sa remontada. Qu'en est-il d'un club qui marque un petit coup d'arrêt? On vous parle du HC Bienne. C'est la semaine des frustrations pour le HC Vienne, selon moi. 3 prolongations, 3 défaites au final. Dernière désillusion en plus à Genève, une égalisation à la dernière minute dans le temps réglementaire de la part des Grenats. Donc, on peut voir le verre à moitié plein, à moitié vide. Là, il me semble un petit peu plus vide que plein dans l'ensemble, mais on n'oublie pas non plus les adversaires. Hein. Ils n'ont pas concédé des défaites face à des équipes de bas de tableau, puisque c'était à Zug, c'était face à Zurich, c'était à Genève. On a les 2 favoris, on a l'équipe en forme. Donc, finalement, je pense qu'il y a vraiment de quoi s'imaginer que Bienne est bien à sa place dans les 5 premiers. On a vu une équipe aussi dans le jeu qui, par moments, était peut-être un petit peu dans la difficulté, mais dans l'ensemble, a su faire au moins jeu égal avec ses adversaires. Donc, je pense que pour Bienne, il y a des fois où il ne faut peut-être pas trop s'arrêter sur le bilan comptable, 1 point par match. C'est sûr que ce n'est pas un rendement d'une équipe de top 5, mais je pense que pour Bienne, on est très, très loin d'une situation où on se pose des questions avec ce qui reste. Bah oui, ça restera quand même 3 revers. Hein. Ça, on ne peut pas l'empêcher de le constater, mais il y a parfois des situations à prendre avec un petit peu de détachement et on reste dans une situation plutôt favorable. Il y a beaucoup de fois aussi, et il ne faut pas remonter plus loin que la semaine dernière, où des situations rocambolesques parlaient en faveur du HC Bienne. Hein. Je vous rappelle, non, c'était il y a 10 jours, le derby contre Berne, 8-7, où Régis, heureusement que tu étais avec Stéphane ce soir-là pour commenter, parce que je crois que sinon tu aurais perdu 8 cordes vocales. Il fallait surtout avoir des yeux pour tout voir dans ce match-là. Mais c'est vrai que cette partie-là, ils auraient pu la perdre. Et puis le lendemain aussi, ils sont malmenés à Lugano, ils marquent 2 fois en fin de rencontre, ils gagnent le match. Donc ça tourne pas toujours en votre faveur, mais sur une saison, je crois que ça s'équilibre quand même pas mal. Et puis le fait que Bienne ait au moins passé toujours au-delà de la 60e minute pour récolter au moins 1 point est signe que contre ces équipes en forme, on passe pas à côté, on n'est pas à côté de ses patins en ce moment du côté du HC Bienne. Et on est tombé contre les grosses équipes, tu l'as dit, Genève, Zurich, Zug. Sur les 3 défaites, il y a toujours un Rayala qui marque son
son point par match depuis maintenant, depuis quand même pas mal de matchs. À Damien Brunner qui a jamais paru si jeune que ça finalement. En ce moment, à Luca Conti qui distribue toujours presque à l'aveugle des passes que personne d'autre presque pourrait arriver à faire. Donc il n'y a pas lieu de s'inquiéter pour le HC Bienne. Oui, il ne faudrait pas jusqu'à la pause olympique, ces deux prochains matchs qui guettent les équipes encore partir sur 3 semaines, un mois de congé avec 5 défaites, mais on n'y est pas encore pour Genève. Ah, c'est bien, hein, mais Sur Bienne, Bienne. ouais, on parle de Bienne, mais moi, il y a quelque chose que j'ai lu dans le journal du Jura, je crois que c'est Noah Delémont ou Brunner, je ne sais plus, un des deux qui disait, ouais, ok, on a perdu 3 fois, mais on a confiance dans ce qu'on fait, on ne fait pas tout faux, on est là, et puis on peut se reposer sur des acquis qui fonctionnent. Et ça, c'est toute cette stabilité qui a été mise en place avec Tormenon, avec peut-être cette instabilité de courte durée où Lars Leuenberger avait dû reprendre en raison de l'absence de Tormenon pour maladie. Depuis qu'il est de retour, on recommence à trouver le même HC Bienne qu'on a pu connaître. On a l'impression que ça tourne, que les choses ne vont pas toujours dans le sens où on aimerait, notamment au niveau des points cette semaine. Mais ce n'est pas grave, on avance, on continue. S'il y a un blessé, on le remplace et puis on fait confiance à tout le monde est impliqué. Et malgré le fait que effectivement tu fais que 3 points sur 9 cette semaine, ouais, je me fais pas de soucis pour Bienne. Les Voilà. points, ils les ont fait en début de saison. Ils en ont mis beaucoup au chaud avec un super début de saison. Et maintenant, on peut tourner entre un point et demi par match pour arriver 5e entre la place, on va dire, 2 et 5 peut-être pour Bienne. 2, c'est peut-être haut. En 3, 4, 5 peut-être. Je vais donner un élément qui va parler en faveur d'un HC Bienne qui va finir au moins 5e, voire même plus haut. C'est qu'ils ont un calendrier plutôt favorable sur la fin du championnat. Ils ont plus qu'un affrontement contre Zug, ils affrontent plus Zurich, un seul contre Fribourg. Enfin voilà, ils n'ont pas un calendrier défavorable, mais il y a une petite chose quand même qui m'inquiète côté biennois, c'est qu'on n'a plus battu une équipe du top 6 depuis le mois d'octobre. Et ça, je pense que ça peut commencer un peu à traîner dans les têtes. Il va falloir quand même qu'ils en gagnent un de ces matchs, que ce soit face à Fribourg, c'est cette semaine encore, c'est vendredi, ce sera le dernier match avant la pause. D'abord Langnau, après Fribourg. Exactement, mais ils auront encore Rapid, ils auront quand même encore une fois Zug. Il faudra qu'ils en gagnent un de ceux-là. Je pense que pour la tête, ce serait quand même bon. J'ai été positif avant, volontairement, parce que je vois la situation plutôt comme ça. Mais je me rappelle l'année passée, Fribourg, on a longtemps glosé autour du fait qu'ils n'arrivaient pas à battre les tout premiers du championnat. Résultat des courses, en play-off, ils se sont pris les pieds dans le tapis dès que les difficultés sont survenues quand même. Je dis que c'est un petit peu le syndrome Fribourg-Gotteron de la saison dernière, alors. Ça pourrait le devenir. Je n'ai pas encore un avis définitif, mais il y a quand même des résultats qui montrent que Bienne bat vraiment ceux face à qui doivent être supérieurs, mais est quand même en difficulté pour ce duo. Oui, il y a un truc qui me vient un peu à l'esprit. On a parlé des gardiens tout à l'heure à Genève. Et quand on regarde en play-off ce qui peut se passer avec les gardiens, Genève, c'était un bon exemple la saison dernière. Le fait d'avoir un numéro 2 très solide, ça peut vous porter assez loin. En tout cas, vous donner une chance d'aller assez loin. Et j'ai un peu souci si Van Pottelberg à Bienne ou Berra à Fribourg se blessent ou sont malades ou comme ça. Bon, on peut encore. Parce que si vous regardez, on parlait des autres gros, Zurich et Zug. Zurich, il y a le frangin Kovar qui a débarqué pour manger du temps de jeu à Ludo Weber. Et puis à Zug, le petit Hollenstein, ma foi, il a aussi ses. Il commence à prendre la bouteille et puis il a montré qu'il pouvait très bien tenir. Alors, une série de playoffs, on n'en est pas là, mais qu'il pouvait, en tout cas, sur un court terme, remplacer le marché des transferts est encore ouvert, Jean-Philippe. On peut encore manœuvrer d'ici là. Les licences B peuvent aussi avoir un impact aussi sur cette fin de saison. Comment les clubs vont discuter et pouvoir se renforcer finalement en fonction de ce qui va se passer. Donc, c'est encore ouvert à ce niveau-là. Je pense qu'on y pense aussi, que ce soit pour Fribourg. Comme pour Bienne, peut-être qu'il n'y a pas de gardien numéro 2 vraiment établi, où Van Pottelberg joue énormément aussi ces derniers matchs. Et peut-être tout reste ouvert. Je veux dire, Martin Steinegger, il nous avait quand même dit qu'il n'était pas encore officiellement parti en vacances, même s'il avait renouvelé quasiment tous les joueurs clés qu'il voulait. Ouais, écoute, c'est pas impossible. Moi, ça me surprendrait pas, disons.
Qu'est-ce qu'on nous dit dans le chat? À Bienne, j'aurais voulu voir Kunti et Brunner en équipe de Suisse pour les Jeux Olympiques. Ils sont remarquables et en plus, ils sont complémentaires. Ouais. Peut-être pas de l'avis Alors, non plus de Patrick Fischer. Bah, Brunner, j'aurais presque pu discuter parce qu'il a encore cette expérience de l'Amérique du Nord. Il a marqué, il était dans un top 6 en NHL. Euh, Après, Kunti, quel centre t'enlèves? T'enlèves Corvi? T'enlèves Gaëtan Haas? Ah non, T'enlèves Malguin? T'enlèves. Ouais, je sais pas. Patrick T'enlèves Fischer nous a Ah non, il déjà l'a pas pris. clairement dit qu'il avait fait clairement des grandes nuits blanches pour faire le meilleur choix et trouver la complémentarité qu'il fallait aussi. Donc voilà, c'est clair que c'est pas parce que t'en amènes un que tu dois prendre le deuxième à côté avec qui ça fonctionne en club aussi forcément systématiquement. Ça peut être un Alors, plus faudrait de expliquer fonctionner en pourquoi tu duo. prends Senteller et Herzog alors. Si tu veux pas prendre forcément celui qui est à côté, je pense qu'il doit y avoir des sacrées autres explications parce qu'à ce moment-là, Kunti Brunner, alors c'est pas, tu la mets pas sur sur un quatrième bloc. Non, Senteller, Herzog, tu peux, hein. c'est vrai. C'est Ouais, vrai. mais je pense que Luca Kunti ne fait clairement plus partie des gens que Patrick Fischer envisage de prendre à un championnat du monde ou à des Jeux Olympiques. C'est un joueur qui est en plus très fragile physiquement, on le sait. Je pense que c'est d'ailleurs plutôt une bonne nouvelle pour le HC Bienne qui n'y aille pas parce que ça sentait à plein nez qu'il ne reviendrait pas en pleine possession de ses moyens. Il rate régulièrement des périodes durant lesquelles il est blessé. Donc voilà, moi, sur le talent, oui, probablement que c'est un des plus talentueux, peut-être même le plus talentueux qui a eu à ce poste en Suisse de cette génération-là. Mais il y a clairement un problème physique avec Luca Kunti et je pense qu'il est un peu trop soft pour que Patrick Fischer puisse le prendre. Pour Brunner, je suis comme Jean-Philippe, hein, tout à fait un joueur qui peut rentrer en ligne de compte et je n'aurais pas été choqué du tout de le voir. Voilà ce qu'on pourrait dire du HC Bienne actuellement est classé 5e avec une marge confortable quand même pour voir venir et essayer de rebondir. Eh bien, pour le prochain match, ça sera contre Langnau avant d'aller jouer contre Fribourg-Gotteron pour le HC Bienne. Il nous reste encore un club à passer en revue si vous le voulez bien. C'est l'actuelle Lanterne Rouge qui se serait bien vu gagner ce week-end. Alors, il y a des bonnes nouvelles du côté du HC Ajoie. Oui, il y en a. Parce que d'une part, Ajoie va mieux. Au niveau du jeu, clairement, je pense que les deux dernières prestations, elles ont montré que l'équipe était de nouveau une équipe de National League et pas complètement larguée, que ce soit face à Zouk, que ce soit à Lausannière. On a retrouvé une équipe qui jouait en équipe, il y avait un état d'esprit positif. Je pense qu'entre la quarantaine, la maladie, une phase très compliquée au niveau du jeu au mois de décembre, on est en train de retrouver une équipe qui sait quand même jouer au hockey sur glace. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a un directeur technique. Oui, c'est super, il va être à plein temps. Julien Vauclair, 5 ans, c'est une très très bonne nouvelle pour le club. Ça tombe un tout petit peu tard, mais enfin, c'est mieux que pas en avoir d'ici à la fin de la saison. Et Julien Vauclair, je pense qu'il n'y est pas pour rien. C'est pas lui le coach, c'est pas lui qui a fait l'équipe. Ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit, mais je pense qu'il n'y est pas pour rien dans ce renouveau des derniers matchs. Il a voulu voir tous les joueurs l'un après l'autre, il a discuté et j'ai pu lire, je ne sais plus où, mais que les joueurs étaient heureux d'avoir pu parler à une autre oreille une fois, changer un petit peu de la mentalité dans le vestiaire. Donc ça, c'est la deuxième chose très positive avec Julien Vauclair qui est de retour au pays. Et puis la troisième chose, c'est que le HCA annonce que son budget va passer de 7 à 10 millions la saison prochaine. C'était impératif pour devenir, j'ai envie de dire, ne serait-ce que crédible face aux autres joueurs, face aux autres équipes. Et ça veut aussi dire qu'on devrait quand même voir autre chose l'année prochaine et pas seulement une équipe qui attend la finale des play-out et le barrage pour essayer de s'en sortir. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont bonnes en Ajoie et je tenais à le relever en priorité. Merci Régis, beaucoup d'ondes de positivisme de ta part de relever tous ces points.
Jean-Philippe, reste maintenant à corriger, à améliorer ce sportif parce que ça fait 15 défaites consécutives. On l'évoquait quand on parlait de Lausanne, c'est le record négatif égalé du LHC dans la saison 95-96. Il faudrait tout faire peut-être pour pas être le seul club à perdre 16 rencontres consécutives. Maintenant que ça va mieux. Ouais, mais est-ce que tu penses vraiment qu'ils font pas tout ce qu'il faut pour éviter ça? Mais Moi, je pense qu'ils sont juste à la limite. Il n'y a personne qui triche dans cette équipe-là. Hein. Et on fait avec ce qu'on a, on fait le mieux possible. Et ma foi, pour l'instant, ça ne suffit pas. Il faut se souvenir qu'Ajoie a joué, je ne sais pas par cœur combien de matchs avec deux moins étrangers, ouais. d'étrangers. 2 à Hein. 3, oui. Ça fait déjà. Voilà. Il y a les gens qui doivent faire le pas, qui ont dû faire le pas entre la Swiss League et la National League. Il y a eu les effets de surprise au début, parce que. Et puis, il y a les effets de surprise, typiquement les matchs arrachés à Zug, ces victoires-là. Les grosses équipes de National League ne font pas deux fois la même erreur. Ils ne vont pas se faire surprendre à deux reprises. Et puis, il y a ce fait d'apprendre à gérer aussi. Apprendre à gérer un résultat quand on est devant. C'est rare, mais ma foi, voilà, il faut que ça arrive. Il faut qu'une fois, Ajoie soit en avance et conserve. Un petit peu ce qu'ils avaient fait, si je me souviens juste, contre Davos, mais ils n'avaient pas eu à gérer beaucoup parce qu'ils avaient marqué le 2-1, si je me souviens juste, assez tard dans le match. Mais le problème, c'est Mais qu'hier, on peut toujours aller vers le mieux et je pense on continue d'aller vers le mieux, mais le point de départ était tellement loin de ce qu'on pouvait attendre d'une équipe du milieu de classement de National League que, ma foi, ça prend du temps. On reprend l'image de Rapperswil, tout est possible si on fait les choses comme il faut, mais il faut du temps. on est d'accord pour dire qu'il y a du mieux dans le jeu, que bien sûr, on voit la chose de manière plus positive en ce moment. On a ramené au score aussi. Puis hier, j'ai presque envie de dire qu'Ajoie, à mon avis, quand il marque le 4 à 3, hein, si je ne dis pas de bêtises, à 3 minutes de la fin, il pensait vraiment le gagner. Ce qu'il aura peut-être joué un tour juste derrière parce que Lausanne égalise quasiment dans les 30-40 secondes derrière. Petit relâchement coupable qu'on doit aussi apprendre à gérer, mais le fait de pouvoir être encore mano-mano avec l'adversaire dans ces dernières minutes, ça va faire du bien à toute l'équipe. On a revu à Frossard soulagé de pouvoir remarquer, à De Vos et Asselin qui ont fait 3 points hier. Ça va être aussi ces leaders qui doivent montrer le chemin. Le Duc encore des fois peut-être... des fois trop tendre défensivement, mais il l'a apporté beaucoup aussi. Wolf qui est quand même régulier dans ses performances et on peut dire vraiment que la saison de Tim Wolf dans son ensemble est bonne, mais il faut un tout, il faut une cohésion et il faut un retour à mon avis à 4 étrangers rapidement. Régis, je ne sais pas si toi tu as des nouvelles, je sais que Wenström était en fait protocole Covid, que Fortier ça sera au retour de février, la blessure qu'il avait eue et que Hazen lui patine, mais on ne sait pas trop sur Jonathan, on ne veut pas spéculer sur la possibilité de le voir cette saison, je crois. Hein. Non, alors le seul élément qui a surveillé de près, c'est le retour qui devrait intervenir de Wenström. Mais le problème, c'est qu'il y a un protocole et que tant que vous n'avez pas réussi les tests qui sont cardiaques, respiratoires, vous n'avez pas l'autorisation de jouer. Wenström a été apparemment très touché par le Covid. C'est un des joueurs qui a vraiment encaissé de plein fouet cette dernière vague. Il ne s'est pas du tout soigné d'une grippe ou de maux d'estomac, mais c'était vraiment un joueur qui a été bien touché. Et du coup, pour l'instant, il n'avait pas passé ce test avec succès. Évidemment que Ajoie ne lui fait pas passer un test par semaine. Hein. Chaque match, il espère le retrouver. Mais c'est vrai que cet aspect loose qui colle au basque, c'est pas possible d'avoir plus de malchance qu'Ajoie cette saison. Et moi, j'ai dit à certains la dernière fois que j'ai croisé des fans qui sont désespérés de voir cette poisse qui leur colle au basque. Je leur ai dit, mais quelque part, ça ne peut pas être comme ça la saison prochaine. Donc, prenez-la cette saison. Faites pas beaucoup de points, ce sera décevant forcément, mais il y aura un effet de balancier qui va revenir et réjouissez-vous, ça devrait venir la saison prochaine parce que c'est pas possible de vivre une pareille saison question blessure, hein, tu l'as dit. Voilà, moi ces temps, la seule chose qui me gêne, c'est que j'ai eu l'impression à Lausanne parfois que quand on mène à 3 minutes de la fin, on doit au moins récolter quelque chose et qu'on trouve quand même toujours un moyen de faire la toile de trop ou de faire de pas jouer juste et qu'on finit par trouver un moyen de perdre et ça il y a un moment donné où on se dit mais on a quand même toutes les cartes en main et on n'y arrive pas.
Il y a Patrick qui dirait un ou deux apports seraient bienvenus maintenant, mais on a déjà utilisé beaucoup de cartes de joueurs étrangers cette saison, donc on Non, va non, pas non, pouvoir. non, David, faut mettre de l'argent de côté là. Faut arrêter de dépenser de l'argent. Non, très sérieusement, j'ai pas la réponse définitive. Mais je pense que s'il y a des discussions qui tournent autour de joueurs qui pourraient venir, je veux dire le retour de Huslund, pourquoi il ne revient pas? Ben, peut-être que simplement Ajoie se dit, plutôt que de mettre de l'argent pour un gardien qui va jouer 2 fois encore et qui est à Lausanne et Lausanne ne le prête pas gratuitement, même s'il n'est pas très cher, ben, peut-être qu'Ajoie se dit, si on peut mettre quelques dizaines de milliers de francs de côté pour la saison prochaine pour avoir une meilleure équipe, ben faisons-le. Donc, n'en demandons pas trop, je pense, actuellement. Je pense que les solutions qui pourraient encore intervenir dans des changements, c'est parce qu'elles ne coûtent pas. Mais sinon, il faut qu'Ajoie arrête de dépenser de l'argent qui lui sera, à mon avis, utile la saison prochaine quand il y aura une relégation. Alors, question posée en tout début de direct à vous, messieurs. Est-ce que Ajoie va atteindre la barre des 30 points qu'on a tous presque évoqués en avant-saison? Ils sont à 18 pour l'instant. Ah, quel Non. col! Je dirais, Non, non. Ouais. Il a l'air assez sûr de lui, Régis. Bah, allez, je vais aller juste comme ça. Oui, oui, ils feront 30 points. Allez, Juste pour pas être d'accord avec Régis. exact. Voilà, C'est pas donc. souvent déjà, alors. Alors, il y a Christine qui est toujours autant fan que de toi, Régis, apparemment, un commentateur génial à l'écouter lors des matchs, donc ça fait aussi du bien aussi Oula. d'avoir des petits mots sympas, donc attention, Merci. prochaine performance bernoise, hein, parce qu'elle est fan du SCB, Christine, donc... Oh, je devrais faire attention, hein. Donc voilà, on parle d'Ajoie, on leur souhaite bien sûr encore de trouver le moyen de gagner un match lors des prochaines sorties, ça sera Ajoie-Rapperswil et Ajoie-Fribourg, donc 2 matchs à domicile pour essayer de le faire avant la pause de février. Sinon, au retour, après, ça sera des rencontres contre un peu les ténors. Forcément que la fin de saison va être compliquée, mais rien que pour la débauche d'énergie, même si on ne fait pas tout juste, Ajoie mérite quand même de retrouver rapidement la joie d'une victoire et peut-être même d'en enchaîner une fois deux. Ça ferait pas de mal. On a encore un petit quelque chose pour vous. Vous le connaissez en cette fin de overtime, c'est de passer en revue le joueur du week-end. Un joueur du week-end qui est lausannois, puisque on l'a largement évoqué dans la partie concernant Lausanne en ouverture de cet épisode. Eh bien, Jiri Sekac performe à plein régime, sur régime, certains vous le diront peut-être, mais à plein régime. C'est 4 buts, 2 assists lors des 3 derniers matchs, 6 matchs consécutifs avec au moins un point. C'était en balance avec Grégory Hoffmann, mais Grégory Hoffmann, il a marqué un quadruplé, son premier dans sa carrière contre Langnau, donc l'adversaire était peut-être un petit peu différent. Donc Jean-Philippe, on a choisi aussi de parler, de mettre en lumière Jiri Sekac ce lundi. Ouais, et puis alors c'est le joueur du week-end, mais ça pourrait être aussi le joueur de la semaine parce que c'est 5 buts et 2 assists en 3 matchs. Donc si on prend encore le match de mardi, effectivement, on l'a évoqué tout à l'heure, Jiri Sekac qui était arrivé plutôt comme un power forward, hein, comme on dit, un ailier fort ou un ailier de puissance, comme vous voulez, et pas forcément comme un buteur. Là, il se révèle, en tout cas dans cette très courte période de temps, comme un buteur potentiel. C'est d'une bonne nouvelle pour Lausanne. On a aussi vu que Vermin était à 4 buts en 4 matchs, Sprunger 4 buts en 4 matchs, Brunner 3 matchs, 4 buts. Enfin, il y avait le choix, hein, ce week-end. Moi, je dois vous dire on en a discuté tout à l'heure. Je n'étais pas pour Grégory Hoffmann parce que je trouve qu'il est encore un peu dans une phase où il doit retrouver ses compères Kovar, Simeon. Je ne doute pas un seul instant qu'il aura l'occasion de reprendre ce poste de joueur de la semaine, même du mois prochainement. Il a 4 buts contre Langnau, mais il faut parler aussi qu'en face, il y avait un gardien de Junior Elite. Et puis, j'ai trouvé que Grégory Hoffmann, lors du match qu'il a joué, par exemple, à Porrentruy, voilà, il cherche encore un petit peu ses repères. Attendons, peut mieux faire. On ne va pas les lire toutes les semaines après non plus, parce que ça peut venir avec lui. Hein. Je peux déjà te dire que moi, j'ai commenté le match contre Langnau. Il n'a pas perdu son tir sur réception aux États-Unis et puis il n'a pas perdu son coup de patin non plus. Donc, pour ça, il est là. Hein.
Il n'y a qu'à voir le premier but qu'il a mis à son retour. Hein, il a mis les fusées, il est parti et la défense de Bienne a été plutôt spectatrice. Donc on reparlera de Grégory Hoffmann dans Overtime. Soyez-en sûrs. Un petit coup d'œil sur le programme de la semaine. Il n'y a pas de visuel cette fois-ci, mais demain il y a des matchs avec 5 rencontres au programme. Jeudi, soirée complète avec le studio Ajoie Fribourg. Vendredi, la dernière journée avant la pause olympique de février. Il y a bien sûr de la NHL tout au long du week-end qui vous attend. Donc, pas de quoi s'ennuyer encore avant. Et en février, on vous réserve encore un petit programme pour pas que vous ayez l'ennui de nous. Hein, vous inquiétez pas. Donc, voilà ce que l'on pouvait dire. Merci Jean-Philippe, merci Régis d'avoir été avec moi pour cet épisode d'Overtime numéro 20, épisode 2. Passez une très bonne semaine. Merci David pour cette réalisation impeccable. Je tiens quand même à le signaler dans des conditions un petit peu particulières. Merci, bravo à toi. C'est vrai, il fallait assumer la technique. Je crois que ça s'est bien passé. Ça fait du bien aussi de pouvoir prendre les commandes un petit peu et de laisser un peu de repos à Pascal que l'on retrouvera très rapidement, bien sûr, dans ce studio stream de MySports. Donc voilà, on vous rappelle, bien sûr, vous pouvez réécouter d'ici quelques instants ce live sur Facebook. On va le mettre sur YouTube, sur nos chaîne de podcast habituelle. N'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner. Hein. Je crois que c'est le plus important pour nous de pouvoir compter sur votre soutien et tout. Donc, on est toujours plus nombreux. Ça fait plaisir. Merci aussi à tous ceux qui ont été présents à leurs questions aujourd'hui. Passez une très, très, très bonne journée, une très bonne semaine. Bye bye. Bye bye. Ciao.